à vous et belle année 2023 les amis, que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu sur YouTube évidemment, et croyez-moi j'en suis navré, j'en suis le premier désolé de ne pas avoir publié de vidéo depuis presque 2 mois déjà. Mais bon, vous me connaissez, il y a l'école, il y a le travail le week-end, il y a en plus le travail à faire pour l'école. Donc évidemment, ça fait déjà beaucoup sur une semaine et c'est parfois compliqué de trouver du temps pour poster des vidéos. Alors ce qui fait que j'ai pris une belle petite résolution pour cette année, je préfère l'annoncer directement. J'avais établi un planning en début de saison, comme chaque année évidemment quand je commence des vidéos, mais je crois que ce planning je ne vais pas le tenir. En tout cas je vais le tenir, mais je ne vais plus essayer de m'obliger, de me forcer à faire des vidéos. Ça viendra quand ça viendra. Mais bref, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour parler de mon absence, on va essayer de recommencer l'année sur de bonnes bases avec le retour des vidéos et notamment le retour d'un 10 anecdotes centré sur un personnage de la bande dessinée belge s'il vous plaît. Parce que oui, que vous veniez de Belgique, de France ou d'une galaxie très lointaine où la 4G a du mal à passer, à arriver, vous n'êtes sûrement pas passé à côté du phénomène d'Hergé, j'ai nommé le journaliste à la houppette Tintin. Ça ne se voit pas d'ailleurs, mais je suis un assez grand fan de notre petit reporter. J'ai d'ailleurs, je crois, les 24 bandes dessinées juste ici, dans mon armoire. Donc peut-être qu'un jour je vous les ferai découvrir, mais ce n'est pas le sujet. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours adoré lire les BD Tintin, que ça soit pour les enquêtes, pour les différents paysages que notre jeune héros va découvrir, les pays qu'il va explorer, et surtout tout le côté malversation, tout le côté véreux des hommes politiques qui est vraiment mis en avant. Donc oui, c'est vraiment une belle aventure. Je vous propose donc aujourd'hui de retrouver tous les coulisses centrées sur le petit Tintin, sur ses aventures, sur ses rencontres, et notamment revivre ses aventures grâce à 10 belles anecdotes. Bref, c'est parti. Ça paraît incroyable comme ça, mis sur papier, mais des aventures de Tintin avec un dialecte belge, ça existe. Et oui, comme quoi, tout est possible. Il y a tout d'abord 6 albums en patois wallon, il y a 5 albums en patois flamand, il y a 3 albums en picard, 2 albums en bruxellois et 1 en gomet. Ça vous donne quand même déjà une idée. On peut un petit peu dire que c'est un véritable panel multiculturaliste. C'est du multiculturalisme les amis, on y est quand même. Bien évidemment, le reste des dialogues dans ces albums n'ont pas été modifiés, forcément, c'est aussi le travail des traducteurs, mais tout ce qui est le dialecte local, certains lieux ou certains folklores ont été adaptés, et ça c'est quand même plutôt cool. Les nombreuses aventures vécues par Tintin et sa bande ont été façonnées et créées par son auteur, à savoir Monsieur Hergé. Ça, je pense que vous me suivez. Une inspiration de l'auteur qui trouve également ses racines dans les bâtiments mêmes qui vont être dessinés au fil des pages de la BD. Comme vous le savez, Hergé est un auteur belge et pour puiser au maximum son imagination dans sa patrie chère à son cœur, il a été remettre au goût du jour au travers de ses pages les bâtiments historiques belges et des bâtiments historiques bruxellois surtout. Bruxelles, Etterbeek, même Ixelles sont passés sous le fusain de l'auteur, c'est quand même incroyable. Mais ce n'est pas tout, parce que le fameux palais royal dans le tome du sceptre d'Ottokar fait directement référence au palais royal de Bruxelles, que l'on peut voir bien évidemment près de la rue de la Loi. Les fans de la première heure du Crabe aux pinces d'or auront sans aucun doute remarqué ce léger easter egg placé par l'auteur Hergé. Non? Eh bien je vais vous le dire alors si vous n'avez pas la réponse. Pour vous rafraîchir la mémoire, dans une des cases au fond d'un tiroir se trouve une boîte d'allumettes. Oui, je sais, sur le papier ça paraît simple, mais vous allez comprendre. Parce que oui, cette histoire est bien connue chez nos amis belges, et chez nous tout simplement d'ailleurs. Cette fameuse boîte porte tout simplement le nom de Union Match. C'est une marque belge qui date quand même les amis des années 20, donc ce n'est pas d'hier, ce n'est même pas d'aujourd'hui, c'est quand même vieux.
Pour les plus curieux d'entre vous, sachez en tout cas que cette marque existe toujours bel et bien aujourd'hui, seulement elle fait partie d'une véritable multinationale intitulée Swedish Match. Voilà, comme ça, c'est complet. Restons, si vous le voulez bien, dans les pages du Crabe aux pinces d'or. Non pas que ce ne soit mon album préféré, loin de là. Moi, j'ai une préférence pour le Lotus Bleu d'ailleurs. Saviez-vous que dans le Crabe aux pinces d'or, il existe de vraies références aux actualités belges de l'époque? C'est encore plus fou de le dire comme ça. Pour rappel, dans l'histoire, les détectives Dupont et Dupont donnent à un vendeur de journaux de fausses pièces de monnaie. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Or, hasard du calendrier ou simple coïncidence, vous me direz, les journaux belges de l'époque à ce moment-là étaient remplis d'articles centrés sur ce type de monnaie et sur la monnaie de contrefaçon. Les plus jeunes spectateurs qui regardent cette vidéo, oui bien évidemment les 2000, les post-2000 bien entendu, ne savent peut-être pas ce que c'est ou ce qu'était le petit 20e. Moi non plus d'ailleurs, mais j'aime bien faire un peu mon malin par rapport à ça. Pour vous la faire courte et pour éviter d'avoir une vidéo qui serait bien trop longue et bien trop indigeste, le petit 20e c'est en réalité le complément jeunesse créé par Hergé pour le journal Le 20e siècle. Je me doute que ce nom, le 20e siècle, ne vous dit sans doute rien aujourd'hui, mais à l'époque, dans les journaux belges et dans les quotidiens généralistes belges, il avait quand même une sacrée réputation. Ce journal, à l'époque, était d'ailleurs affilié au puissant parti catholique belge, donc autant vous dire que dans ce temps-là, il avait de l'influence. Je sais, je vous vois déjà venir derrière votre écran, votre smartphone ou votre tablette. C'est quoi la SNCV? Bill Vesey, voyons. Mais non, Charles-Édouard, calme-toi s'il te plaît, détends-toi et bois un petit thé, je t'en prie, je vais tout expliquer. Découvert en 1946 dans les toutes premières cases de l'album Le Temple du Soleil, la SNCV était surtout à l'époque une compagnie d'autobus. D'ailleurs, pour être encore plus complet, le nom de cette société en entier, c'était Société des chemins de fer Vicino. Voilà. Je vous rassure, cette société de bus n'existe plus aujourd'hui, bien évidemment, mais d'autres que l'on connaît parfaitement bien les ont remplacés petit à petit. Et oui, il s'agit bien entendu du TEC, le transport en commun, et de la société flamande de Lijn. Attention, on arrive déjà à la 7e anecdote les amis sur les 10, et oui ça va vite quand même. Hein. Durant notre voyage au pays de l'or noir, nous avons eu la chance, l'immense honneur de faire la rencontre du jeune prince Abdallah, fils de l'émir. Et oui, vous savez, le fameux Abdallah qui adorait utiliser le poil à gratter et faire toutes les vacheries possibles. Je vous rassure, nous n'allons pas nous intéresser au fils de Mohamed bin Kalish Ezab, mais bien à sa petite voiture rouge. Salam alaikum, puissant émir Mohamed ben Kalish Ezab. Mais si, vous savez enfin, sa petite voiture à pédales, là, qui traîne dans l'immense jardin de l'émir. Mais si, vous voyez très bien ce que je veux dire. Eh bien, sachez qu'elle est inspirée d'un véritable jouet royal, et plus particulièrement un jouet du roi Baudouin. Ça ne date pas d'hier, bien évidemment, mais le roi Baudouin, donc le roi des Belges et le roi du Maroc, avaient commandé pour leur progéniture respective une petite voiture à pédales. Une voiturette qu'ils ont simplement nommée la Baby Bugatti. Je sais, nous avons déjà parlé à l'une ou l'autre reprise de la presse belge, mais je vous rassure, l'histoire d'Hergé avec les journaux de notre plat pays n'est pas finie. Parce que oui, le père fondateur de Tintin a quand même eu une petite carrière dans les quotidiens belges, et ça ce n'est pas rien non plus. Ça date quand même de 1925, mais à l'époque, Hergé travaillait notamment au service des abonnements du journal Le 20e siècle. Donc oui, il a quand même eu une petite carrière dans les médias, notre cher Hergé. Toute petite, mais quand même.
Je ne vous apprends rien en vous disant que Bruxelles a été un vecteur d'inspiration incroyable pour Hergé, pour ses albums et pour les aventures de Tintin, mais le Brabant wallon, le BW comme on l'appelle, n'est pas en reste non plus. Oui, vous le savez, dans les 10 premiers albums, Tintin, il loge sur Bruxelles, mais à un moment donné, il décide de partir sur Moulinsart avec le capitaine Haddock. Mais est-ce que vous savez d'où vient le nom Moulinsart ? Le nom Moulinsart fait tout simplement référence au hameau de Sarre-Moulin, situé tout près, même non loin de Braine-l'Alleud. Donc en soi, on peut quand même dire que Tintin a des petites origines du BOE, non ? Pour terminer, j'aimerais quand même vous dire une chose, et je crois que vous allez être d'accord avec moi sur le fait que Hergé, c'était quand même un petit malin, parce qu'il avait cette fâcheuse habitude de nous glisser des petits easter eggs par-ci par-là pour nous faire bien comprendre qu'il était belge. Et ça, il l'a fait dès le premier album de Tintin, à savoir Tintin au pays des soviets. Il a même eu le culot de nous offrir une référence à l'un des aéroports les plus connus de Belgique. Et oui, c'est quand même pas rien. Dans cet opus, la compagnie qu'on appelle la compagnie des grands lacs de pétrole de Zaventem-Hof, et oui, fait directement référence à l'aéroport de Zaventem, l'immense aéroport situé à Bruxelles, dans la ville de Zaventem. Franchement, quel homme, les amis, il était quand même malin comme un singe ce petit Hergé, hein. Franchement, on peut lui faire des petits reproches sur la qualité de ses albums, de ses histoires, de ses intrigues, mais au niveau des easter eggs et des anecdotes, il était quand même très fort. Et bien voilà, les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo anecdote et j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était important d'avoir un petit retour en douceur sur internet et je pense que oui, ici vous avez une petite vidéo détente, une petite vidéo à savourer tranquillement le midi, l'après-midi ou le soir dans votre lit, tout peinard. Alors vous savez, je ne fais pas souvent de conseils lecture sur cette chaîne, je vais peut-être le faire, ça risque de changer au cours des prochaines semaines, mais en tout cas, j'ai énormément puisé dans cet ouvrage, voilà, cet ouvrage Tintin chez les Belges qui m'avait été offert à l'époque par mon défunt grand-père, où j'ai pu puiser différentes anecdotes sur l'histoire de Tintin avec la Belgique, les références avec les villes, les aéroports, bref, il y a un petit peu de tout à savoir là-dedans, donc si vous avez un petit peu d'argent à dépenser, ce n'est pas très cher, je vous le conseille, au moins vous pourrez apprendre davantage de choses sur l'univers de Tintin. Donc foncez, c'est un très bon livre. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. On se retrouve, je l'espère et je le souhaite, fin du mois pour une nouvelle vidéo, voilà, histoire de reprendre en douceur. Et surtout, le plus important les amis, il ne faut jamais l'oublier, portez-vous bien, continuez d'aimer ceux qui vous aiment, continuez d'aimer vos proches, de prendre soin de vos proches, et on se retrouve très vite. Salut!